Merci de suivre l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la série d'entretiens exclusifs réservés aux membres du gouvernement. Nous sommes au Musée national. Bienvenue donc sur Malikoura Tassira version 2 sur l'action gouvernementale pour vous permettre d'en savoir plus sur les projets et programmes du gouvernement. Et nous recevons le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Sira. Je suis avec Madiba Keïta du quotidien national L'Essor pour la tenue de cet entretien. Bonsoir Madiba. Bonsoir Sira. Et un charmant public nous accompagne ici. Bienvenue sur ce plateau. L'industrie et le commerce font battre le cœur de l'économie malienne, une économie portée par l'agriculture, l'extraction et le commerce. Alors, Monsieur le ministre, on vous a vu très actif sur le terrain depuis que vous tenez les rênes du département de l'industrie et du commerce. Comment se porte votre département avec cette cherté de la vie et avec la flambée des prix? Oui, merci beaucoup Sira pour cette première question. C'est une question extrêmement importante et une question majeure pour le Mali et pour les populations maliennes. Et la cherté de la vie, la flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché, les pénuries des denrées de première nécessité sur le marché s'inscrivent dans un objectif global fixé par le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, au gouvernement de la transition dirigé par le docteur Choguel Kokala Maïga. Cet objectif, c'est de mettre les préoccupations des populations au cœur de l'action gouvernementale. Et à ce titre, toutes les questions relatives à la pénurie, à la flambée des prix des denrées de première nécessité est une priorité pour le gouvernement et pour le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est pourquoi l'objectif central, à très court terme, pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est d'assurer la stabilité et la régularité de l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire et sur toute l'année. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le marché est approvisionné comme on l'entend? Globalement, pour beaucoup de denrées de première nécessité, le marché est suffisamment approvisionné, à l'exception aujourd'hui du sucre, qui pose quelques problèmes. Mais au-delà d'assurer la stabilité et la régularité de l'approvisionnement du marché, nous devrons aussi lutter contre l'inflation, justement, cette flambée des prix. Parce que l'inflation, ça casse la croissance, ça augmente le chômage et ça détruit l'épargne et par conséquent entraîne la paupérisation de nos populations. L'inflation, ça aussi détruit le pouvoir d'achat de nos ménages et des particuliers. Donc préserver le pouvoir d'achat des ménages et des particuliers, en particulier les couches les plus défavorisées, s'inscrit aussi dans cette dynamique de stabiliser nos marchés et de maîtriser les prix. Comment vous comptez stabiliser le marché aujourd'hui, vu le contexte actuel avec la guerre en Ukraine et les conditions qui ne le permettent pas forcément? Il y a deux stratégies pour le ministère de l'Industrie et du Commerce de stabiliser le marché. La première stratégie, c'est par anticipation, autoriser des contingents d'importation avec des exonérations. Même si par ailleurs, ce n'est pas la solution à nos problèmes, mais c'est une solution d'urgence à laquelle il faut donner corps pour soulager les souffrances et les difficultés des populations conformément aux orientations du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Donc, des contingents d'importation avec des exonérations massives sur le sucre, sur souvent le riz, l'huile alimentaire sont autorisés, premièrement. Mais deuxièmement, c'est une structure, c'est une donnée structurelle. Le déficit d'approvisionnement du marché de certaines denrées, notamment le sucre, s'inscrit dans une dynamique structurelle. Et à cette dynamique structurelle, nous avons apporté une réponse conjoncturelle depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et c'est là le divorce qu'il y a entre apporter une réponse conjoncturelle à un problème structurel. Et au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, les réformes que nous avons aujourd'hui, c'est assurer la rupture entre apporter une solution conjoncturelle à un problème structurel qui est la pénurie de sucre depuis l'indépendance. Et pour ce faire, nous avons posé deux problématiques. La première problématique, il nous faut aménager des terres. Le Mali a l'eau, le Mali a le soleil, le Mali a la terre. Comment aujourd'hui ne pas cultiver, aménager des terres pour assurer notre autosuffisance en sucre? Comment ne pas aujourd'hui mettre à niveau les deux unités industrielles que nous avons, comme Soukala et Nsoukala, pour assurer la production suffisante et assurer justement notre autosuffisance en sucre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a une mission brésilienne qui va arriver au mois de janvier de 12 personnes
pour faire une étude de l'évaluation des performances industrielles de Soukala et de N'Soukala pour qu'on puisse savoir jusqu'à quel niveau ces deux unités peuvent produire du sucre, mais aussi nous présenter un programme d'aménagement des terres dans la zone de l'Office du Niger pour que nous puissions avoir une vision globale, moyen terme, de façon à l'échéance de 3 ans, assurer l'autosuffisance de notre pays en sucre afin que définitivement on ne parle plus de pénurie de sucre sur le marché malien pour permettre au ministre du Commerce de s'occuper d'autres choses. Monsieur le ministre, moi je vais un peu insister sur le sucre. Bientôt c'est le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer les Maliens qu'il n'y aura pas de pénurie de sucre pendant le mois de Ramadan? Oui, est-ce que aussi on peut avoir le sucre à un prix raisonnable? Vous avez raison de poser cette question, M. Kita. Vous savez, quand on gère un État, quand on gère une entreprise, il faut de l'anticipation, il faut de la planification, il faut de la programmation. Moi, je ne peux pas, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce, m'asseoir dans mon bureau, que le 11 mars 2024 arrive, qu'on dise qu'il y a pénurie de sucre sur le marché. Ce serait totalement irresponsable. Et c'est pourquoi, par anticipation, il y a 2 semaines, nous avons procédé au lancement de la campagne sucrière de Soukala et de N'Soukala pour 2023-2024. J'ai instruit à ces 2 sociétés, en donnant autorisation au directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, d'assurer la mise en œuvre de cette instruction. Nous allons réquisitionner 25 000 tonnes de sucre dans la production sucrière de Soukala et de N'Soukala. Ces 25 000 tonnes, ça couvre la consommation des mois, et notamment le mois de Karam. Nous allons procéder au cantonnement de ces 25 000 tonnes jusqu'au 11 mars 2024, date de démarrage du mois de Ramadan, pour assurer l'approvisionnement correct du marché en sucre. Et la stratégie de commercialisation du sucre fera en sorte que nous allons à la fois éliminer les grossistes, éliminer les demi-grossistes, pour que nous puissions mettre en place des structures qui puissent assurer la commercialisation du sucre directement aux détaillants, de façon à ce que nous puissions éliminer un certain nombre de charges qui seront de nature à réduire donc le prix de vente aux populations maliennes pendant ce mois de Ramadan. Alors, Monsieur le ministre, il a dit, l'inquiétude c'est au niveau des prix toujours par rapport au prix du sucre. Quand ça monte au Mali, ça ne descend plus. Alors, quelles mesures vous allez prendre à ce niveau, puisque le marché est libéral en plus? Oui, vous savez, la libéralisation du marché n'empêche pas l'encadrement des prix quand il s'agit des populations. Ça aussi, c'est une position qu'il faut assumer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, pour certains produits du Premier ministre, comme le sucre, nous procédons à l'encadrement. Nous avons une gestion administrative, une gestion encadrée de ces prix-là. Ça, c'est une politique du gouvernement et nous l'assumons pour permettre aux populations d'avoir ces denrées de première nécessité à des coûts raisonnables. La libération du marché, c'est bien, c'est l'offre et la demande. Mais lorsque, comme vous l'avez dit, l'offre et la demande est biaisée par des facteurs exogènes, en ce moment, il faut des mesures administratives de régularisation du marché et de régulation du marché. Et c'est ce que nous sommes en train de faire afin que les populations puissent accéder en tout cas au sucre à moindre coût pendant le mois de Ramadan. Et c'est ce que nous allons assurer, Inch'Allah. Nous pouvons être rassurés avec N'Soukala. Avec Soukala et N'Soukala, avec 100 000 tonnes de prévision de production, avec le démarrage de la campagne, avec notre ambition affichée, notre détermination, notre motivation, notre engagement de faire en sorte qu'on ne parlera pas de pénurie de sucre pendant le mois de Ramadan 2024. C'est rassurant tout de même. Alors, nous en venons aux réformes engagées au niveau des secteurs de l'industrie et du commerce. La priorité est donnée à la relance des activités industrielles avec la remise en activité des unités industrielles ou en cessation d'activité. Nous sommes à quel stade actuellement? Oui, mais ça, c'est une question extrêmement importante. Parce qu'en vérité, je voudrais dire quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important. Le développement durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. La promotion et le développement du secteur industriel n'est pas une urgence, c'est une exigence pour un développement économique. Le développement endogène, autrement dit, la capacité pour nous-mêmes d'assurer la production de nos biens de consommation, la capacité d'assurer nos produits d'équipement, la capacité pour nous d'assurer nos biens de service, c'est en cela que toutes les réformes que nous sommes en train d'engager s'inscrivent. Et cela aussi a pour objet de porter des réponses aux 3 principes que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a assigné au gouvernement de transition. 1. Le respect de la souveraineté du Mali.
2, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali. Et 3, la défense des intérêts vitaux des populations dans les décisions prises. Lorsque nous mettons ces trois principes, ça constitue un programme de développement économique et social. C'est tout un programme que le gouvernement est en train de dérouler. Et c'est pourquoi la réforme du secteur de l'industrie est au cœur de ce dispositif-là. C'est pourquoi au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons une politique d'assurer la promotion et le développement des petites industries, des moyennes industries et des grandes industries, de façon à assurer la transformation de nos produits et notamment de notre production agricole, de façon à ce que nous puissions avoir un développement endogène. Autrement dit, permettre aux Maliens de nourrir les Maliens, permettre aux Maliens d'habiller les Maliens. C'est cela. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vision politique, c'est une ambition du chef de l'État, du président de la transition que nous sommes en train de mettre en œuvre et nous allons l'assurer, Inch'Allah. Monsieur le ministre, l'industrialisation de notre pays a du mal à décoller à cause du problème de l'électricité. Aujourd'hui, il y a ce problème qui est là. Est-ce que l'électricité, le problème de l'électricité ne sera pas un frein toujours à l'industrialisation de notre pays? C'est une question extrêmement importante et majeure. C'est vrai aujourd'hui, le premier facteur d'assurer l'industrialisation d'un pays, c'est l'énergie. Il y a d'autres facteurs importants comme les matières premières. Mais l'énergie, c'est le socle. Aujourd'hui, des dispositions sont prises au niveau du gouvernement avec toutes les missions que nous avons conduites, qui ont été conduites en Russie et en Chine. Toutes ces questions ont eu pour objet d'apporter aussi une réponse structurelle à la problématique de l'énergie de notre pays. Mais en attendant, l'information que nous donnons, la sensibilisation, les conseils que nous donnons aux entreprises, c'est de travailler à assurer leur autonomie, notamment avec l'énergie solaire. Investir aujourd'hui dans l'énergie solaire pour assurer son autonomie pour une industrie, ça a du sens. Aussi bien pour les entreprises en création que pour les entreprises existantes. En tout cas, dans tous mes passages au niveau des unités industrielles, je leur conseille de réfléchir à assurer leur autonomie, notamment à travers l'énergie solaire. Monsieur le ministre, moi je voudrais savoir s'il y a des mesures d'accompagnement. Parce que si vous dites aux gens d'utiliser l'énergie solaire, on sait que l'énergie solaire, ça coûte beaucoup. Est-ce que ça ne va pas jouer sur le coût de production? Moi je pense que c'est extrêmement aujourd'hui rentable pour l'entreprise et d'assurer son autonomie. Bien sûr, il y a des mesures d'accompagnement qui peuvent être proposées par le ministère de l'Industrie et du Commerce en concertation avec le ministère de l'Économie et des Finances pour assurer, pour promouvoir, n'est-ce pas, l'autonomie des entreprises en énergie solaire. Mais aujourd'hui, c'est une alternative incontournable si nous voulons aller très vite et très loin dans notre politique d'industrialisation. Monsieur le ministre, le secteur industriel qui est d'un grand apport pour l'économie malienne, on a vu le président de la transition qui a relancé les activités au niveau de la Comatex. On est à quel niveau avec l'UMPP ou encore UCOMA ou encore Certifex? Oui, aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, le président de la transition a fait pris un engagement, lequel engagement a été largement tenu, c'est la réhabilitation des unités industrielles existantes. Et cette réhabilitation des unités industrielles s'inscrit aussi dans la vision et dans l'ambition du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, d'assurer notre souveraineté. Lorsqu'on parle du respect de la souveraineté du Mali, la souveraineté du Mali, elle est économique, elle est diplomatique, elle est sécuritaire. Donc le volet économique, c'est aujourd'hui réhabiliter la Comatex et réhabiliter l'UMPP pour que le Mali ait la capacité de transformer son coton à partir de la Comatex, pour que le Mali ait cette capacité d'habiller les Maliens. Réhabiliter l'UMPP, c'est aussi permettre au Mali d'avoir cette capacité d'assurer la couverture de nos besoins en médicaments. Donc, on a mis en place un plan de restructuration avec la bienveillance, avec la compréhension et l'accompagnement du ministre de l'Économie et des Finances, que je voudrais remercier ici. Ces deux unités sont en phase de relance. La relance a commencé depuis le mois de juin et nous sommes en train de mettre en place les fondamentaux pour assurer une relance durable en termes d'organisation, en termes de gestion, mais aussi en termes de planification. Et aujourd'hui, pour ces deux unités, Comatex et UMPP, nous sommes en train de préparer un plan de développement à moyen terme. Dans les 5 années à venir, quelles vont être les prévisions de production de ces deux unités, quels vont être les moyens financiers qu'il faut mettre en place pour assurer la mise en œuvre de ce programme. Et aussi, c'est extrêmement important, parce que j'ai constaté quelque chose à la Comatex et à UMPP, quelque chose de très important
Aujourd'hui, nous sommes dans une transition générationnelle. Tous les anciens cadres de la Comatex et de l'UMPP sont en train d'aller à la retraite. Donc cette transition générationnelle est aussi un défi auquel il nous faut apporter une réponse en trouvant des compétences qu'il faut. Parce que le développement d'une entreprise, c'est prioritairement le capital humain. Tout à fait. Alors, dans le cadre du commerce, on a noté au moins 6 arrêtés ministériels et interministériels relatifs, entre autres, au prix de certaines marchandises et à la suspension de l'importation de la farine de blé. Pourquoi la suspension de l'importation de la farine de blé? Vous visez quel objectif à travers cela? Oui, ça c'est important. L'interdiction d'importation de la farine s'inscrit dans une vision qui résulte d'une évaluation. Notre économie est minée par la fraude et par la concurrence déloyale. Nos frontières sont poreuses. Nous ne pouvons pas encourager les Maliens à investir des milliards dans l'industrie et voir ces industries mourir. Ce sera totalement irresponsable. Nous ne pouvons pas assumer cela. Quoi qu'il arrive, je dis bien, quoi qu'il arrive, et quel que soit le prix à payer, nous payerons ces prix, nous prendrons ces décisions-là pour protéger les unités industrielles existantes. Les décisions, les arrêtés interministériels d'interdiction, d'importation de la farine de blé s'inscrivent dans ce cadre-là. La lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, qui est en train de tuer nos unités industrielles, ça ne peut pas se passer comme ça, ce n'est pas possible. Mais aussi à l'intérieur, nous avons redynamisé au niveau de la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, toutes les brigades de contrôle et de surveillance qui ont été renforcées et qui vont être renforcées dans les prochains jours. Vous avez senti un effet déjà? Mais bien sûr, parce que nous sommes en contact avec toutes ces industries-là. Quand on voit aujourd'hui, quand j'ai fait la visite de ces unités, il y avait des unités qui étaient à 6 mois de production de stock dans leurs magasins. Ils sont en train de décoller aujourd'hui, au grand bonheur du marché et des populations. Mais il y a une contrepartie aussi que j'ai dit à ces unités, il faut que je vous le dise. Je suis prêt à prendre toutes les mesures réglementaires et administratives pour protéger les industries. Mais la contrepartie, il faut que les industries produisent des produits de qualité et de bonne qualité et à des prix abordables pour les populations. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la Comatex, l'UMPP, mais on parle très peu de l'ICOMA de Kolikoro. Est-ce que ce problème est aujourd'hui une préoccupation du gouvernement? Oui, bien sûr. La relance et la réhabilitation de l'ICOMA est une préoccupation pour le gouvernement. Tout simplement parce que c'est une recommandation des Assises nationales de la refondation. Et en tant que recommandation des Assises nationales de refondation, le gouvernement a une obligation d'assurer la mise en œuvre de cette recommandation. Et le sincère est là pour surveiller, qui fait un travail extrêmement important. Le sincère fait un travail de très grande qualité en termes de suivi de ces recommandations-là. Donc, mais la problématique de ICOMA est plus complexe que celle de UMPP et de la Comatex. Parce que ICOMA est une structure privée, 100% privée. Donc, lorsque l'État intervient pour réhabiliter une structure, une unité industrielle 100% privée, l'État ne peut pas intervenir sans une articulation, sans une collaboration, sans un partenariat avec l'actionnaire majoritaire. Et c'est pourquoi j'ai sollicité et obtenu du président directeur général de ICOMA que nous puissions faire une visite sur le terrain. Cela a été fait. Cette visite nous a permis d'assurer aujourd'hui, d'évaluer l'état de l'usine. Et sur la base de ça, nous sommes en train de préparer des termes de référence pour deux choses. Premièrement, des termes de référence pour assurer même l'évaluation industrielle de l'hôtel. Quel est aujourd'hui l'état même de l'usine? Les termes de référence sont en cours, c'est presque prêt. Et deuxièmement, comment restructurer le capital de ICOMA, les termes de référence d'une deuxième étude, pour qu'on puisse ouvrir le capital de ICOMA avec l'accord de l'actionnaire majoritaire, de façon à ce qu'on puisse faire venir d'autres actionnaires. Ça peut être l'État, ça peut être la CMDT, ça peut être d'autres privés, pour que nous puissions intervenir ensemble dans une action concertée pour réhabiliter et assurer le redémarrage des ICOMA. Monsieur le ministre, on vous sait très actif sur le terrain. On vous a vu faire beaucoup de visites de terrain avec des unités de production, de filature, etc. Avec ces unités, que comptez-vous faire concrètement? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de développement endogène. Vous savez, le Mali a connu le programme d'ajustement structurel.
La première conséquence du programme d'ajustement structurel qui a été mené depuis les années 80-90, c'est de faire du Mali une zone de consommation. Le Mali ne devrait pas être une zone de production. Deuxièmement, c'est de ne pas permettre au Mali de se développer par lui-même. C'est ça les conséquences du programme d'ajustement structurel. Et moi, l'une de mes missions dans le gouvernement, c'est d'assurer la rupture avec cette politique-là. Il faut que le Mali devienne une zone de production. Il faut que le Mali se développe par lui-même, par les Maliens, les femmes et les hommes de ce pays-là, que nous puissions prendre notre destinée en main. Vous êtes dans beaucoup de réformes. On a noté une dizaine. J'en retiens deux. Sur la période 2023-2025, vous envisagez de faire 2 unités de production de ciment, quelque chose qui tient à cœur aux Maliens. Comment ça va se réaliser? Oui, effectivement, nous avons 2 projets de réalisation de cimenterie à Kersignane, dans la région de Caille, et à Sikasso. Et pour la région de Sikasso, c'est déjà prêt. On devrait aller poser la première pierre, mais il y a eu quelques contraintes administratives qui font que le projet n'a pas pu démarrer. Sinon, dès le mois de novembre 2023, la construction de la cimenterie de Sikasso devrait démarrer. Mais nous allons très rapidement apporter une réponse à la contrainte administrative qui a été posée pour démarrer l'usine de cimenterie. Et ces 2 cimenteries, plus l'existant, vont nous amener à couvrir nos besoins de consommation. Là aussi, c'est le développement endogène. Aujourd'hui, on importe environ 1 million de tonnes de ciment par an. Mais avec ces capacités de production qui viendront accroître l'existant, je pense que nous serons, à l'échéance fin 2024 ou 2025, nous serons en mesure d'assurer notre autosuffisance aussi en ciment. Il est prévu également une usine de filature. Ça sera où exactement? Il y a même 2 usines de filature. Ça a été l'une des discussions qu'on a eues avec nos partenaires chinois lors de notre mission, la mission intergouvernementale de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Diop. Il y aura 2 filatures qui vont être construites. Une filature à Koutiala de 20 000 pour transformer 20 000 tonnes de coton, et une filature à Bamako pour transformer 25 000 tonnes de coton. Donc globalement, ces 2 filatures vont transformer 45 000 tonnes, ce qui va nous amener à passer de 1%, la situation actuelle de la transformation du coton, à 10% de notre transformation en fil. Et ça, c'est une première étape. Ce n'est qu'une première étape. Parce que toute la stratégie que nous sommes en train de développer, c'est aujourd'hui d'assurer le renforcement du potentiel de toute la chaîne de valeur de la filière coton. Monsieur le ministre, dans vos politiques de réforme, est-ce que vous pensez aux petites et moyennes entreprises? Mais justement, et aux gens qui évoluent dans le secteur informel? Mais bien sûr, ça c'est l'axe 4 de ma politique en matière de réforme. Vous savez, ce que vous appelez secteur informel, en fait, c'est le secteur productif de base du Mali. Le Mali est sorti de 6 mois d'embargo. Donc aujourd'hui, nous avons des réformes pour accompagner et structurer ces réformes, ce secteur productif, afin qu'il puisse encore contribuer davantage à la croissance économique de notre pays. Il y a 2 instruments sur lesquels il faut travailler. Un, améliorer la gouvernance de ces entreprises informelles, productives, renforcer leur gouvernance. Et deuxièmement, favoriser leur accès au financement. L'un des paramètres, 2 facteurs sont en train d'être mis en place pour faciliter leur accès au financement. C'est toutes les questions liées à la mise en place d'une centrale des risques et le développement des centres de gestion agréés pour accompagner, avec la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali, pour accompagner ces industries-là. L'évolution normale de ces unités et de ces PME, c'est de leur permettre de passer de l'informel au formel, avec la structuration et l'accompagnement qu'il faut. Et puis, par le temps, Oui. Avant la dernière question, j'aimerais savoir par rapport à l'organisation des zones industrielles qui vous tiennent à cœur aussi, comment ça va se passer? Comment vous comptez organiser les zones industrielles? Oui, aujourd'hui, on a une agence, l'ASI, l'agence des zones industrielles, une agence qui s'occupe de l'aménagement des zones industrielles, mais il y a 2 problématiques qui sont posées par rapport à cela. Nous avons fait une première évaluation de l'agence de l'aménagement des zones industrielles qui existe actuellement. Il y a énormément de contraintes. Nous allons tirer les contraintes de cette première phase-là
et bâtir une deuxième phase d'aménagement des zones industrielles. Mais dans cette deuxième approche, et ça va être une politique du ministère de l'Industrie et du Commerce, vraiment, nous voulons un développement équilibré du territoire. Donc l'aménagement des zones industrielles va se faire de façon zonale et de façon territoriale. Parce que si vous prenez Bamako, 80% des industries sont concentrées sur Bamako et dans la banlieue, ce qui laisse de côté les régions. Donc dans le cadre d'un développement équilibré, nous avons aussi cette vision d'assurer un développement équilibré en favorisant l'installation des unités industrielles dans les régions en dehors de Bamako pour que dans ces régions-là aussi, ces industries puissent créer de la richesse, puissent créer de l'emploi et puissent créer aussi de la redistribution de richesses afin d'assurer un développement économique harmonieux et territorial de l'ensemble du Mali. On va boucler sur les perspectives. J'en ai compté une dizaine, on ne pourra pas tout évoquer ici. Dites-nous les grandes lignes que vous allez aborder tout à l'heure, juste après cette interview. Alors, s'il y a une réforme qui me tient absolument à cœur, c'est aujourd'hui vraiment la réforme du secteur industriel. Ça, c'est une conviction profonde chez moi que le Mali a besoin d'industrie. Mais en disant que le Mali a besoin d'industrie, on n'oppose pas, je suis ministre de l'Industrie et du Commerce, je n'oppose pas l'industrie au commerce. Parce que l'une des réformes que nous avons aujourd'hui, c'est accompagner les acteurs du secteur commercial pour aller vers l'industrie. Tout industriel est commerçant par nature. Lorsqu'on fait de la production industrielle, c'est pour vendre. Mais tout commerçant n'est pas industriel. Comment faire en sorte que tout commerçant soit aussi industriel? C'est ce développement harmonieux. Nous n'opposons pas les deux secteurs, mais nous voulons une mutualisation du secteur du commerce et de l'industrie pour créer plus de valeur ajoutée, pour contribuer davantage à la croissance économique du Mali. C'est donc, promouvoir vraiment l'industrie pour que nous puissions transformer le produit agricole, pour que nous puissions assurer notre autosuffisance dans différents domaines. Et deuxièmement, accompagner on a aujourd'hui des grands commerçants avec beaucoup de fortune. Comment accompagner aujourd'hui, encadrer ces commerçants pour qu'ils puissent aller vers l'industrie? Moi, dans ma vie professionnelle de banquier, j'ai connu beaucoup d'expériences, 100% commerçants que j'ai accompagnés, qui sont aujourd'hui l'un des plus grands industriels du Mali. Donc, c'est dans le domaine du possible. Après quelques 6 mois d'exercice, vous êtes un ministre satisfait? Je suis un ministre soucieux et préoccupé par deux choses. Je suis profondément préoccupé par la confiance en moi placée par le président de la transition de l'État pour assurer la conduite de la politique industrielle et commerciale de notre pays. Je ne suis pas le cadre le plus intelligent du Mali. Je ne suis pas le cadre le plus diplômé. Je ne suis pas le cadre le plus expérimenté. Pourquoi j'ai été choisi par lui pour conduire cette politique-là? C'est une préoccupation, c'est un souci pour moi. Je n'ai pas le droit de décevoir. Deuxièmement, les préoccupations des populations. Chaque fois qu'on vous dit qu'il n'y a pas de sucre sur le marché, rassurez-vous, le ministre de l'Industrie et du Commerce passe une nuit blanche. Ça, c'est certain. Si vous voulez que le ministre de l'Industrie et du Commerce ne dort pas, il faut dire qu'il n'y a pas de sucre sur le marché. Il faut dire que le prix du sucre a augmenté. Ça suffit pour que lui passe une nuit blanche. Donc, vraiment, je pense très honnêtement que les défis sont tellement énormes pour notre pays qu'être appelé aujourd'hui en responsabilité pour apporter des réponses à ces défis-là, c'est énorme. Et c'est pourquoi je demande l'indulgence des populations maliennes. Parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes structurels. Depuis l'indépendance à nos jours, nous n'avons pas pu apporter des réponses à ces problèmes-là. Ce que je suis en train de faire, c'est d'apporter des réponses structurelles, des réponses de long terme pour que définitivement, il n'y a plus jamais, on ne parle plus de ces problèmes-là. Pour le faire, il faut de l'information, il faut de la sensibilisation, il faut de la pédagogie, il faut de la méthode. Et c'est en cela qu'avec l'ensemble de mes collaborateurs que nous nous employons pour apporter ces réponses structurelles au jour le jour et dans nos activités de tous les jours. Merci, Monsieur le ministre, pour les éclairages. C'est à moi de vous remercier. Merci, Madiba, pour l'accompagnement. Je vous remercie. Alors, nous sommes donc au terme de cet entretien sur les programmes au niveau du département de l'industrie et du commerce. Il ne reste plus qu'à remercier une fois de plus, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Alors, le plus grand merci est à nos chers téléspectateurs et auditeurs. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir.